Si votre nom de famille est Cassagne, Vergne, Breuil, Chêne ou Dervaux, si vous portez un nom qui se termine en ac, en aï ou en igny, si votre nom vient d'un village dont personne dans votre famille ne connaît vraiment l'origine, alors ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait changer complètement la façon dont vous pensez à vos ancêtres. Parce qu'il existe des familles françaises qui portent, sans le savoir, des mots vieux de 2500 ans. Des mots que parlaient des hommes et des femmes bien avant que la France n'existe, bien avant le latin, bien avant le christianisme. Des mots gaulois. Et ils sont cachés, en ce moment même, dans votre nom de famille. Cassagne, Vergne, Breuil, Dervaux, Chéneau, Cassou, Duverneuil, Delorme, Brenac, Cornuaille, Druenne, Gournay, Arverne, Alain, Alanic, Brenac. Si vous portez l'un de ces noms, ou si quelqu'un dans votre famille le porte, ne partez pas avant la fin. Si vous nous regardez depuis votre télévision, sachez que vous ne pouvez pas vous abonner directement depuis votre écran. Mais si vous avez un téléphone ou une tablette à portée, un abonnement à la chaîne nous aide énormément à continuer ces recherches et à produire de nouveaux épisodes. Et si ce que vous découvrez aujourd'hui vous touche, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait se reconnaître dedans. C'est vous qui faites grandir cette chaîne. Merci. Maintenant, voici ce que la grande majorité des gens ignorent sur les Gaulois. On nous a enseigné à l'école que les Gaulois ont été conquis par les Romains, qu'ils ont abandonné leur langue, qu'ils sont devenus latins. Et c'est vrai, en grande partie. Mais cette histoire a un chapitre qu'on oublie presque toujours de raconter. Avant de disparaître, la langue gauloise a gravé son empreinte dans le sol, dans les rivières, dans les forêts et dans les noms des gens. Et ces empreintes, 2000 ans plus tard, elles sont toujours là. Dans les noms de milliers de villages français et dans des centaines de noms de familles que des Français portent chaque jour sans imaginer un seul instant qu'ils prononcent des mots gaulois depuis leur enfance. Pour comprendre comment cela est possible, il faut d'abord revenir sur ce que les Gaulois étaient vraiment. Pas les personnages ronds et moustachus d'une bande dessinée, pas une tribu primitive vivant dans des huttes de paille. Les Gaulois étaient un peuple celtique qui occupait un territoire immense, de la Bretagne actuelle jusqu'aux Carpates, avec des villes fortifiées qu'ils appelaient des oppida, des routes commerciales actives, une classe sacerdotale extrêmement puissante, les druides, et une langue structurée et sophistiquée. Cette langue s'appelait le gaulois. Et quand les légions de Jules César ont traversé la Gaule entre 58 et 50 avant notre ère, la langue gauloise ne s'est pas éteinte d'un coup. Elle a résisté. Elle a survécu dans les campagnes, dans les forêts, dans les mots que les paysans utilisaient tous les jours pour désigner les arbres, les rivières, les champs, les animaux. Et quand on a commencé à fixer par écrit les noms des lieux et des familles, plusieurs siècles après la conquête, une partie de ces mots gaulois s'est fossilisée, pour toujours. Pensez à ceci. Le mot français chêne ne vient pas du latin. Les Romains avaient deux mots pour désigner cet arbre, robur et quercus. Ni l'un ni l'autre n'a survécu en français. Pourquoi? Parce que le chêne était l'arbre sacré des Gaulois. C'était l'arbre des druides, autour duquel se célébraient les rituels, sous lequel on rendait la justice, dans l'ombre duquel on enseignait. Et parce que cet arbre était au cœur de la vie spirituelle gauloise, les populations locales ont refusé, consciemment ou non, d'adopter le nom romain. Elles ont conservé le mot gaulois Cassanus. Et de ce mot gaulois Cassanus sont nés des centaines de noms de lieux et de noms de familles que vous connaissez peut-être sans avoir jamais imaginé leur origine. Cassagne, dans le sud-ouest de la France. Chassagne, dans le Massif central. Cassaing, Cassou, Ducasse. Et des familles qui portent ces noms aujourd'hui transportent, dans leur patronyme, le souvenir d'un arbre sacré que des druides vénéraient 2500 ans avant eux. Ce n'est pas une métaphore. C'est de l'étymologie pure, vérifiée et documentée par des linguistes. L'Académie française elle-même a publié que le mot chêne tire son nom du gaulois Cassanus. Et si votre nom de famille est Cassagne ou Chassagne ou une de leurs variantes, vous portez ce mot depuis votre naissance. Mais voici là où l'histoire commence à devenir vraiment étrange.
Parce que les Gaulois ne se sont pas contentés de laisser des noms d'arbres dans la langue. Ils ont laissé quelque chose de beaucoup plus profond. Une façon de nommer les terres et les familles qui a marqué le territoire français pour des millénaires. Et pour comprendre ce mécanisme, il faut parler du suffixe le plus fascinant de toute la toponymie française. Un suffixe que vous avez forcément vu des centaines de fois sans jamais vous demander d'où il venait. Ce suffixe, c'est « ake » ou « ei » ou « i » ou « igni ». Selon la région, selon l'époque, selon l'évolution sonore de la langue, ce suffixe a pris des dizaines de formes différentes. Mais il vient toujours du même ancêtre, le suffixe gaulois « akema ». Et ce suffixe avait une signification très précise. Dans la société gauloise, et plus tard dans la société gallo-romaine, les grands propriétaires terriens avaient l'habitude de donner leur nom à leur domaine. Si un aristocrate gaulois s'appelait Florus, son domaine s'appelait Floriacum, le domaine de Florus. Si un chef de clan portait le nom de Casius, sa terre était Casiacum. Et ces noms de domaine ont donné naissance à des milliers de noms de villages et de communes françaises. Fleury, Fléac, Fleurac, tous issus du même Floriacum gaulois. Savigny, Savignac, Savigné, tous du même propriétaire Sabinius et de son domaine. Et des familles ont commencé, des siècles plus tard, à porter le nom du village où elles habitaient. Si votre ancêtre était né à Savignac ou à Savigny, il pouvait devenir Savignac ou Savigny. Si votre famille venait de Cognac, dont le nom vient d'un nom gaulois latinisé, Comnacum, votre ancêtre pouvait s'appeler de Cognac ou simplement Cognac. Vous réalisez ce que cela signifie? Chaque nom de commune française qui se termine en ac, aïe, i, igni, igné, et ou même e dans certaines régions est potentiellement un ancien domaine gaulois. Et des familles françaises portent, dans leur nom de famille, le nom de ces domaines depuis des siècles. Ce sont des archives vivantes, des documents d'identité gravés dans la phonétique il y a 2000 ans. Voici maintenant quelque chose que la plupart des gens ne savent pas, et qui pourrait vous surprendre profondément si vous portez un nom en igni ou en i. Ces noms ne viennent pas tous de personnages latins ou chrétiens. Beaucoup viennent de noms proprement gaulois. Savignac vient peut-être de Sabinius, un nom latin. Mais Brenac, lui, vient de Brennos, un nom de personne gaulois, un chef gaulois, un guerrier celte. Et le village de Brenac, dans l'Aude, porte toujours ce nom. Des familles originaires de cette commune ont pu prendre Brenac comme patronyme. Et quelque part dans leurs veines coule peut-être le souvenir d'un Brennos gaulois dont ils ignorent totalement l'existence. Rendez-vous maintenant dans le Morvan, en Bourgogne. Perché à 821 mètres d'altitude, entouré de hêtres et de chênes centenaires, se trouve le mont Beuvray. Et sur ce mont, caché sous les racines des arbres, à moitié enfoui sous 2000 ans de terre, repose une ville disparue. Elle s'appelait Bibracte. Et avant que Jules César ne franchisse les Alpes avec ses légions, Bibracte était l'une des grandes capitales de la Gaule. C'était la capitale des Éduans, l'un des peuples gaulois les plus puissants, qui contrôlait le commerce entre la Méditerranée et l'Europe du Nord. L'oppidum s'étendait sur 200 hectares. Des milliers d'artisans, de forgerons, de marchands, d'aristocrates y vivaient dans des maisons de bois et de terre. Et c'est là, à Bibracte, en 52 avant notre ère, que Vercingétorix fut proclamé chef suprême de la coalition gauloise contre Rome. Une décision prise dans cette ville sur cette montagne, dans le Morvan qui existe toujours, qui a changé le cours de l'histoire. Aujourd'hui, le site de Bibracte est classé Grand Site de France. Des archéologues venus de toute l'Europe y fouillant encore chaque été. Moins de 10% du site a été exploré. Ce qui signifie que la grande majorité de ce que Bibracte a raconté dort encore sous la forêt. Et au pied du mont, le musée de Bibracte à Saint-Léger-sous-Beuvray expose des milliers d'objets de la vie quotidienne gauloise. Outils, bijoux, monnaies, poteries. Des objets que des mains gauloises ont fabriqués, utilisés, perdus. Des ancêtres de familles françaises dont les descendants ne savent même plus qu'ils ont existé. Et maintenant, voici quelque chose d'absolument inattendu que peu de gens réalisent en marchant dans les forêts du Morvan ou en traversant les villages de Bourgogne.
Les Éduans, les habitants de Bibracte, ont laissé des traces dans des noms de lieux, et peut-être même dans des noms de famille. Éduan, Éduan, des formes dérivées. Et le nom Éduan lui-même vient peut-être d'un terme celtique ancien. Mais ce qui est certain, c'est que des familles françaises portant des noms liés à ce territoire bourguignon, à ces collines, à ces forêts de chênes, portent peut-être l'écho de ces hommes et ces femmes qui vivaient à Bibracte avant que Rome ne change le monde. Parlons maintenant d'une catégorie de noms de famille que les linguistes connaissent, mais que le grand public ignore presque totalement. Ce sont les noms de famille issus de la flore gauloise, parce que les Gaulois avaient des mots pour désigner chaque arbre, chaque plante, chaque paysage, et ces mots ont survécu dans la langue, puis dans les noms de lieux, puis dans les patronymes. Prenez le mot gaulois verneau, qui désignait l'aune, l'arbre des bords de rivière. De ce mot gaulois sont nés des lieux-dits, des villages, des noms de famille. Vergne, dans le sud-ouest, désigne précisément ce lieu où poussèrent les aunes. Duverne, Duverneuil, Duvernay, toutes des variantes issues de ce même mot gaulois. Et une famille qui s'appelle Vergne ou Duverne porte dans son nom le souvenir d'un ancêtre qui vivait au bord d'un cours d'eau, là où les aunes plongeaient leurs racines dans l'eau froide, à une époque où ces arbres avaient encore leur nom gaulois. Et puis il y a le mot brogy, qui en gaulois désignait un bois clôturé, un bosquet délimité. Il a donné en vieux français Breuil, et de ce Breuil sont nés les noms de famille Breuil, Dubreuil, Dubreil, Le Breuil. Des familles nombreuses présentes dans le Limousin, dans l'Auvergne, dans le Berry, qui portent, sans le savoir, un mot celtique directement hérité de la langue parlée 2500 ans avant leur naissance. Mais il existe un arbre gaulois dont le destin dans les noms de famille est encore plus singulier. C'est l'if. En gaulois, l'if s'appelait Ivos, et dans la ville qui porte ce nom, Ivoy, Ivoy-le-Pré dans le Cher, ou encore les villages en Vie et Vie du nord de la France, ce mot gaulois s'est cristallisé pour toujours. Des familles qui portent ces noms de villages comme patronyme transportent la mémoire d'un arbre que les druides considéraient comme particulièrement sacré. Arbre de la mort et de la Renaissance, planté dans les enclos cérémoniels depuis des millénaires. Et maintenant, voici peut-être la révélation la plus surprenante de cet épisode. Il existe un mot gaulois qui a survécu non seulement dans les noms de famille, mais dans le vocabulaire quotidien français. Et ce mot définit l'un des objets les plus utilisés de toute la civilisation humaine. Ce mot, c'est barreau en gaulois. Et barreau signifiait un contenant en bois cerclé. Ce sont les Gaulois qui ont inventé le tonneau en bois pour transporter et conserver le vin. Les Romains, qui stockaient leur liquide dans des amphores en terre cuite, ont découvert avec émerveillement ces récipients en bois parfaitement étanches. Et le mot gaulois a survécu. Il a donné barrique, baril, et les noms de famille barreau, barral, barrière, barré. Des familles qui portent ces noms descendaient peut-être d'artisans tonneliers, fabriquant ces contenants dont l'invention gauloise a changé pour toujours le commerce du vin en Europe. Revenons maintenant à quelque chose que j'ai mentionné au début et qui mérite qu'on s'y arrête. Le nom Alain. C'est un des prénoms français les plus courants, mais c'est aussi un nom de famille. Et ce nom vient directement du gaulois. Il vient d'un peuple celtique des steppes orientales, les Alains, qui ont envahi la Gaule au début du 5e siècle après notre ère. Mais au-delà des Alains comme peuple nomade, le prénom nom Alain existait déjà dans les sociétés celtiques en tant que mot signifiant roc, harmonie ou beau, selon les sources étymologiques. Et des familles Alain, Alain, Alanique, Alaine portent dans leur patronyme l'un des anthroponymes celtiques les mieux documentés. Des familles qui ne se douteraient jamais, en entendant prononcer leur nom, qu'ils prononcent un mot celte. Voici maintenant un aspect de l'héritage gaulois dans les noms de famille que les généalogistes professionnels connaissent, mais qui surprend toujours les familles concernées. Il s'agit des noms liés aux druides et à la religion gauloise. Nous avons vu que le chêne était l'arbre sacré des druides, et que le mot druide lui-même vient du gaulois druida, que certains linguistes traduisent par « celui qui sait » ou « celui qui connaît le chêne », du radical dru lié à l'arbre et du verbe weed, savoir. Cette racine dru ou dervaux, qui désignait le chêne en gaulois, a donné en breton dervos, puis des noms comme le derf, le derof
le Drof. Elle a aussi laissé des traces dans la toponymie française. Dervant dans le Cher, le lac du Der en Champagne. Et des familles qui portent des noms dérivés de cette racine portent peut-être le souvenir de lieux sanctifiés par des cérémonies druidiques vieilles de plus de 2000 ans. Parlons maintenant de la forêt des Carnutes. Jules César lui-même l'a décrit dans sa Guerre des Gaules comme le centre spirituel de la Gaule entière. Cette forêt s'étendait entre la Seine et la Loire, couvrant les régions de Chartres et d'Orléans. Et une fois par an, les druides de toute la Gaule s'y réunissaient pour arbitrer les conflits entre les 60 peuples gaulois. Pas dans un palais, dans une forêt. Parce que pour les druides, la forêt était le temple. Et le nom des Carnutes a survécu jusqu'à nous dans celui de la ville de Chartres. Maintenant, voici la question que beaucoup de gens se posent sans savoir comment y répondre. Comment savoir si mon nom de famille vient vraiment du gaulois? La réponse est moins simple que ce qu'on imagine, et elle contient un piège important. Beaucoup de noms de famille que les familles croient d'origine latine ou germanique ont en réalité une couche gauloise en dessous. Et inversement, des noms qui semblent gaulois peuvent avoir d'autres origines. La vérification exige un travail linguistique sérieux. Mais il existe des indices que tout le monde peut identifier. Le premier indice, c'est la terminaison du nom. Un nom qui se termine en « ac », surtout dans le sud-ouest de la France, en Bretagne ou en Auvergne, et c'est très probablement issu du suffixe gaulois Acum, Savignac, Floirac, Nérac, Brenac, Vitrac, Cognac. Ce ne sont pas des fantaisies linguistiques, ce sont des archives géographiques. Et des familles qui portent ces noms comme patronyme portent un document daté de plus de 2000 ans. Le deuxième indice, c'est la nature du mot. Les mots gaulois qui ont survécu décrivent presque toujours des réalités naturelles, des arbres, des cours d'eau, des formations géographiques, des animaux. Si votre nom de famille renvoie à un chêne, à un aulne, à un aulne, à un saule, à une rivière, à un bois, à une colline, à un rocher, la probabilité d'une origine celtique très ancienne est forte. Le mot gaulois Verne désignait l'Aulne. Le mot Brivat désignait un pont. C'est de ce mot Brivat que viennent des villes comme Brive-et-Charensac en Haute-Loire, Brioude en Auvergne, Briard dans le Loiret, et des noms de famille comme Brive ou Brivet qui renvoient à ces lieux. Le troisième indice est géographique. Les régions où les traces gauloises sont les plus fortes dans les noms de lieux et les patronymes sont le Massif central, l'Auvergne, le Languedoc, l'Occitanie, l'Aquitaine, la Bretagne historique, la Bourgogne et certaines parties de la Champagne. Ce sont les régions où la romanisation a été parfois plus tardive ou plus superficielle, et où les dialectes locaux ont conservé le plus longtemps des mots d'origine celtique. Un paysan ardéchois qui, au siècle dernier, encore appelait les zones des Vernes, prononçait un mot gaulois. Un berger du Massif central qui guidait ses bêtes au hachat, un mot d'origine celtique pour désigner une lande, parlait gaulois sans le savoir. Ce mot gaulois d'Ervos, qui désignait le chêne et dont les druides portèrent le souvenir dans leur propre nom, a traversé 2500 ans. Des peuples entiers ont disparu. Des langues entières se sont éteintes. Des empires ont été engloutis. Et ce mot est toujours là. Dans le lac du Der en Champagne, dans des noms bretons comme le Derf, dans des lieux dits et des patronymes que des familles françaises prononcent chaque jour sans imaginer qu'ils parlent une langue que Jules César entendait autour de lui en traversant la Gaule. Et quand on comprend cela, quand on réalise que la langue a ce pouvoir de survivre à tout, fossilisé dans les noms de lieux et les patronymes, on regarde différemment le territoire français. Chaque village dont le nom se termine en « assez » au sud de la Loire, c'est un ancien domaine gaulois. Chaque ville dont le nom contient une rivière au nom celtique, la Sèvre, la Vienne, l'Allier, la Durance, toutes d'origine pré-celtique ou celtique, c'est un fil tendu jusqu'à des millénaires avant notre ère. Et chaque famille qui porte un nom issu de ce substrat ancien porte une archive vivante. Mais voici le paradoxe que personne n'ose formuler clairement. Les Gaulois n'ont pas disparu. Ils ont été conquis, romanisés, christianisés, mélangés aux Francs et aux Wisigoths. Mais les populations de base, les paysans, les artisans, les femmes qui gardèrent les troupeaux, sont restés sur leurs terres. Ils ont changé de langue.
Ils ont changé de religion et ils ont transmis leurs terres à leurs descendants, génération après génération, jusqu'à vous. Ce que votre nom de famille peut révéler, c'est donc moins « êtes-vous d'origine gauloise ?» Vous l'êtes presque certainement. Que, où, sur ce territoire, vos ancêtres gaulois vivaient-ils? Dans quelle tribu? Près de quel oppidum? À l'ombre de quelle chaîne? Il y a quelques années, des archéologues travaillant sur le site de Gournay-sur-Aronde, dans l'Oise, ont mis au jour un sanctuaire gaulois d'une sophistication remarquable. Un enclos structuré, des fosses rituelles, des objets déposés avec soin. Pas du tout la religion primitive et brutale qu'on imaginerait. Quelque chose de pensé, d'organisé, de profond. Et ces archéologues ont eu la même pensée. Les familles qui vivent encore dans cette région, les Gournay, les Arondes, les porteurs de noms toponymiques liés à ce territoire, sont peut-être les descendants directs des familles qui fréquentèrent ce sanctuaire il y a 2400 ans. Ils habitent encore sur les terres de leurs ancêtres gaulois. Ils ignorent juste que ce sont eux. La prochaine fois que vous direz votre nom de famille à quelqu'un, que vous l'écrirez sur un formulaire, que vous l'entendrez prononcer par quelqu'un d'autre, posez-vous cette question. Ce nom, d'où vient-il? Pas de votre grand-père, pas de votre arrière-grand-père. Vraiment d'où? Parce qu'il se peut que la réponse vous emmène beaucoup plus loin que vous ne le pensiez, beaucoup plus loin que les registres paroissiaux du XVIIIe siècle, beaucoup plus loin que les guerres de 100 ans, beaucoup plus loin même que Charlemagne ou les Mérovingiens. Il se peut que la réponse vous emmène jusqu'à un homme ou une femme qui vivait sur cette terre avant que cette terre s'appelle la France. Un homme qui parlait une langue que vous ne comprendriez pas, qui honorait des arbres dans des forêts que vous ne reconnaîtriez pas, mais qui portait dans son nom quelque chose que vous portez toujours. Et si demain vous vous promenez en Bourgogne, que vous suivez les chemins forestiers qui montent vers le mont Beuvray, que vous arrivez au site de Bibracte et que vous marchez parmi les êtres centenaires sur les traces d'une ville disparue, regardez les noms gravés sur les panneaux archéologiques. Regardez les noms des tribus, des chefs, des artisans. Il se peut que l'un d'eux résonne, pas parce que vous l'avez déjà entendu, mais parce qu'il ressemble, d'une façon que vous ne saurez pas tout à fait expliquer, à quelque chose que vous portez. Et si vous voulez aller encore plus loin dans cette enquête sur vos origines, si votre nom de famille vous intrigue, si vous vous demandez depuis toujours ce qu'il signifiait réellement, dites-nous dans les commentaires quel est votre patronyme, d'où croyez-vous qu'il vient, et qu'est-ce que vous avez découvert aujourd'hui sur votre propre nom. Nous lisons tous les messages, et peut-être que votre nom de famille deviendra le point de départ d'un prochain épisode. Si ces voyages dans l'histoire de vos ancêtres vous touchent, abonnez-vous à la chaîne. Chaque semaine, un nouveau nom, une nouvelle histoire, une nouvelle découverte.